Bien, nous reprenons, si vous voulez bien, avec Chantal Akerman, qui nous fait le plaisir, l'honneur de venir aujourd'hui dans ce séminaire. Je suis très heureux de vous la présenter parce que nous avons beaucoup de points communs. Nous sommes tous les deux nés à Bruxelles. Nous sommes nés à quelques jours d'intervalle, je m'aperçois. Et nous passons aussi pas mal de temps à New York, tous les deux. Je crois que le premier film que j'ai vu de vous, c'était Jeanne Dielman. C'était peut-être le premier, non? Non, ce n'est pas le premier, mais c'est sans doute celui qui m'a amené à La Captive. D'accord. Je me souviens d'avoir vu Jeanne Dielman, je crois que c'était à l'Olympique. Oui, dans le 14e. Dans le 14e, à l'époque où il y avait toute une cinéphilie dans cette région de Paris. Qui a disparu. Qui a disparu, malheureusement. Et c'est un film auquel j'avais été particulièrement sensible. Je crois que je ne l'ai pas vu depuis, donc ça doit dater de quelle année était ce film? Il est sorti en 75. 75. Oui. C'était un film, pour moi, sur le pain de veau. Ah, pas sur le temps qui passe. Non, c'était sur le temps qui passe et le temps retrouvé, mais c'était un film sur le pain de veau qui était une nourriture belge, très belge, que j'ai mangé pendant longtemps dans mon enfance. Donc pour ça, il y avait quelque chose de très croustillant. Mais alors, vous êtes belge? À moitié. Ah. Et pour moi, la Belgique... Est-ce qu'on peut être à moitié belge comme est-ce qu'on peut être à moitié juif? Ah, oui. Je commence déjà avec Proust. Oui, d'accord. En tout cas, oui, il y avait quelque chose de très proustien dans ce pain de veau de Jeanne Dielman, mais vous avez raison, c'était un film qui, d'une certaine façon, pouvait introduire voilà, un objet, encore un objet transitionnel qui traversait ce film. Je n'ai jamais quitté mon objet, oui. C'est-à-dire ma mère. Ah, et c'est elle qui faisait le pain de veau? Non. Bien. Malheureusement, c'était Delphine, mais qui n'est plus là, Delphine Seyrig. Mais c'était tout l'entourage de ma mère. On se parle toujours de l'entourage. Eh bien, le pain de veau était lié à tout l'entourage. Puis je vois qu'il y a encore un point qui peut nous rapprocher, c'est que vous êtes une passionnée de Pierrot le Fou, je crois. Ben c'est à cause, je dirais à cause, parce que à cause de Pierrot le Fou que je fais des films, sinon j'aurais écrit, sans doute moins bien que Proust. Malheureusement, parce que je voulais devenir écrivain, et puis quand j'ai vu, j'avais 15 ans, Pierrot le Fou, et je venais d'un milieu absolument où il n'y avait pas de livres, il n'y avait rien chez moi, il n'y avait pas de disque, et j'avais vu que des films style Les Canons de Navarone ou Les Nuits de Funès ou des choses comme ça. Tout d'un coup, être en face de Pierrot le Fou, je me suis dit qu'on pouvait écrire avec le cinéma. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et après, en y repensant plus tard, je me suis dit heureusement, parce que comme je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, si j'avais été un écrivain, je ne serais jamais sortie. Tandis que, en étant un metteur en scène, on est obligé d'être avec des gens. On est obligé de sortir dans le monde. Et donc, en fait, Godard m'a sauvé de la claustration. Mais maintenant, je suis très fâchée sur lui. Ah, oui. Ça, c'est pour d'autres raisons. Oui, il y a 2 ans, quand j'ai fait mon cours ici sur l'année 1966, j'ai donc parlé pas mal de Pierrot le Fou. C'était au fond l'année 65-66. C'est un film qui est sorti à l'automne de 1965. Et c'est évidemment un film matriciel pour cette année-là, pour ce moment-là. Et moi aussi, abordant Godard, j'étais un peu contraint d'aborder les polémiques récentes à son sujet. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Je crois qu'il a le plaisir de la provocation,
mais je trouve que c'est une provocation qui tombe pas bien et pas au bon moment. Enfin bon. Bon, laissons de côté. Laissons pour le de moment, côté Godard. On y reviendra. Je préfère Proust encore. On y reviendra. Peut-être qu'on reviendra à Godard et qu'on reviendra au pain de veau aussi, hein, puisque le pain de veau a son importance. Commençons par parler. Je vais vous dire que dans Gentleman, par rapport à Proust, ce qu'il y a de plus important, enfin bien que le pain de veau peut être une belle joue, oui. Ce sont les couloirs. Oui. Et la disposition des couloirs, et une personne est là, l'autre personne est là, et le rituel. Et c'est ce rituel et c'est ces couloirs. Quand j'ai lu Albertine, prisonnière, enfin la prisonnière, j'ai d'abord lu Proust quand j'avais 15 ans. Et je dois dire... C'était la première question que je voulais vous poser, puisque c'est la question qui est un peu l'axe de ce séminaire. Mais... Quand et comment avez-vous lu Proust? Parce que ma cousine, qui était la seule personne éduquée dans ma famille, et qui d'ailleurs écrit, parlait tout le temps de Proust. Bon, elle habitait en Israël, et chaque fois qu'elle revenait en Belgique, elle parlait de Proust, elle parlait de Proust, elle parlait de Proust. Je ne savais pas qui c'était. Je me suis dit, bon, je vais aller voir qui est ce Proust quand même, puisque ça l'intéresse tellement, et que c'était en quelque sorte mon mentor. Donc à 15 ans, j'ai pris ce Proust dans les bras. Et c'est marrant parce que je ne me souvenais pas du début tel qu'il était, je me souvenais tout de suite de la séquence, j'appelle ça séquence, je ne devrais pas, où la mère vient l'embrasser et qui voudrait qu'elle reste plus longtemps, enfin, c'est dans mon souvenir, et qu'elle doit partir à cause du père, enfin, quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai lu ça, et pour une jeune fille de 15 ans, d'un milieu, comment dire, mon père faisait des vêtements en cuir, ma mère travaillait avec lui, travaillait comme des cinglés pour survivre tous les deux. Ma mère sortait des camps de concentration. Enfin, pas du tout. Disons, il n'y avait pas de livre chez moi, je l'ai lu en livre de poche. Alors, de tout d'un coup découvrir un monde où on parlait de l'homosexualité féminine, de l'homosexualité masculine, du rapport des classes entre elles, des juifs avec des Français qui se mêlaient aux juifs, mais pas vraiment. Tout ça, moi, pour une petite fille de 15 ans, c'était énorme. Je découvrais un monde, je ne savais pas qu'on pouvait parler de ça, si vous voulez. Alors, je ne vais pas vous mentir en vous disant que je n'ai pas passé quelques pages. J'ai certainement dû passer des pages. Bon. Et puis, bon, j'ai grandi, etc. J'ai fait Gentleman et j'ai relu Proust à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, en lisant Albertine prisonnière, il y a tout ce qui m'intéresse dedans. Il y a la ritualisation, le rituel. Gentleman, c'est tout sur le rituel. Il y a les couloirs, il y avait le côté visuel. Il y a d'être que les deux sont en prison et que moi, je me suis toujours sentie en prison. Je me suis totalement identifiée et à Marcel. Marcel, c'est horrible ce que je vais dire, mais je l'appelais mon petit frère, mon petit Marcel. Je le prenais dans mes bras, dans ma tête. Alors, avant de m'endormir, j'avais une hallucination. Non. Et évidemment, Albertine, qui était une femme libre, enfin une jeune fille libre, c'était moi aussi. Vous savez, c'était 75, 76, c'était après 68, c'était, pour moi, ça parlait. Enfin, de toute façon, par rapport à le côté les deux étaient prisonniers, c'est ça que je trouvais fascinant, parce que celui qui emprisonnait
Albertine était lui-même emprisonné par le fait qu'il l'emprisonnait, et qu'il avait besoin de l'emprisonner, et qu'il avait toujours besoin d'en savoir plus, et ça c'était sa propre prison. Et si vous voulez, encore une fois, je vais peut-être c'est un peu de la psychanalyse de bazar, comme vous allez dire, mais comme je suis née d'une mère qui est sortie des camps, elle a recréé dans Jeanne Dillman sa propre prison ritualisée, si vous voulez. Donc, je trouvais que Marcel, il recréait sa propre prison ritualisée et que finalement, celle qui était prisonnière était beaucoup plus libre. Donc, je me suis dit, c'est un sujet pour moi, ça parle de moi, ça parle de mon enthousiasme. Je me sentais les deux personnages et je me sentais l'appartement. Et je pense que j'ai fait un film assez comme une sorte, parce que c'est un film qui n'est pas très réaliste, il est plutôt, il a un côté un peu entre rêve et réalité, on ne sait jamais sur quel point on s'appuie, ça glisse, parfois il y a des petits rocs et puis on glisse, et je n'ai pas prétendu faire Albertine prisonnière, c'est-à-dire que j'ai été chercher l'os, qui pour moi était l'os, qui pour moi me concernait le plus, et qui était l'os qui était le rapport d'Albertine et de Marcel. Et j'ai laissé tomber Charlus, bien que j'adore Charlus, j'ai laissé tomber Jupien, j'ai laissé tomber Madame de Verdurin, j'ai tout enlevé. Et en fait, j'ai travaillé sur le souvenir quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire, j'ai un peu oublié le livre et j'ai commencé à travailler sur le souvenir. Et ce dont je me souvenais, c'était les rapports entre Albertine et le narrateur, puisqu'on parle du narrateur, on dit le narrateur. Alors, j'ai quand même rajouté en raccourci, en Super 8, un peu des jeunes filles de Balbec, dans un petit film Super 8, où il devine, en lisant sur ses lèvres, « Je vous aime bien ». Donc, j'étais totalement... et c'est pour ça j'ai changé le titre, parce que je n'ai pas prétendu faire Albertine prisonnière. J'ai changé leur nom, parce que tout le monde qui est un proustien sait bien qu'Albertine avait des cheveux noirs et bouclés. Donc j'ai pris une petite jeune fille blonde et je l'ai appelée Ariane. On peut penser au fil, d'ailleurs, elle est comme un fil. Et lui, je l'ai appelé Simon. Parce que c'est un beau nom juif, je trouve. Et que pour moi, cette... comment dire, la manière dont il rentre dans ses phrases, et il revient, et 300 pages après, on retrouve quelque chose qu'on a vu à la 10e page, et 600 pages après, il y a de nouveau le mot « joue », c'est un peu comme quand on étudie la Bible, avec les mots et les racines, etc., et on va chercher ce mot-là, qu'on accole à ce mot-là, et on dit, à ce moment-là, si dans la page 900, ou je ne sais pas quoi, dans ce verset-là, on met ces deux mots-là ensemble, eh bien, c'est que ce mot-là a tout un entourage lié à toutes les 600 autres pages. Enfin, je facilite un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est presque comme quand on étudie, comme quand Lévinas ou Rachid font de l'exégèse sur la Bible. On peut faire ça avec Proust. Et je pense on peut faire ça avec presque personne d'autre. Et donc, j'avais envie d'un nom juif, Simon et Ariane. Donc voilà,
c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je me sens, vous savez, pas très bien parce que je ne suis pas une vraie proustienne. Et parce que Proust, c'est un peu comme la Bible d'ailleurs, on ne peut pas le lire une fois, on ne peut pas le lire 2 fois, on ne peut pas le lire 3 fois. Il faut le lire et le relire et le relire et le relire, ce que je n'ai pas fait. Et j'étais très impressionnée de vous entendre et je me suis dit, mon Dieu, ce petit mot-là qui a changé de place là, comment est-ce qu'il sait ça? Mais c'est comme ça qu'on étudie aussi la Bible. Et j'ai été écouter Lévinas pendant des années à l'ENIO. Malheureusement, je n'ai pas pris de notes et malheureusement, je n'ai pas la mémoire de Proust et je ne me souviens pas. Mais tout d'un coup, en effet, comme vous faisiez, on partait à partir d'un petit mot ou de 2 petits mots d'une phrase et tout d'un coup, il y avait le monde qui s'ouvrait devant nous. On a ça avec Marcel. J'ose l'appeler Marcel parce que je me sens proche. Et c'est vrai, c'est comme une... Non, c'est incroyable. Alors, j'ai lu aussi, vous savez, j'ai lu Dostoïevski, tous ces grands livres, mais... Et je les ai adorés, évidemment. Mais de lui, je ne sais pas comment il arrive à ce qu'on se sente si proche de lui. Je trouve que c'est étonnant comment on se sent proche. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'analyser. C'est pour ça que je vous dis, je le vois dans les Tuileries, le pauvre gosse, là, avec sa Gilberte. Je le vois. Et j'ai mal au cœur pour lui, je me dis, ça va mal se passer. Et en plus, en effet, 40 ans après, il croit enfin revoir sa Gilberte et c'est la fille. Donc ça s'est mal passé. Et en plus, sa Gilberte a été avec son meilleur ami et puis il découvre tout d'un coup que son meilleur ami, dans un bordel, a laissé une bague et il est homosexuel. Alors quelle a été la vie de sa pauvre Gilberte? Enfin... Je vous fais rire parce que je banalise par rapport à Antoine. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Vous savez, je suis une autodidacte. Alors je prends ce qui me... Comme ça, un peu les choses d'où elles viennent et où je peux. Et j'en fais mon propre potage bruxellois. Bon, Antoine, aidez-moi. Vous avez répondu à la première question que je voulais vous poser, c'est-à-dire quand et comment vous avez lu Proust, puisque c'est un peu le sens de ce séminaire, de demander à des non-proustiens, non-professionnels de l'histoire littéraire, de la critique, etc., comment ils ont lu, dans quelles conditions. Alors, il y a aussi une chose, la chose qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est qu'Antoine est malade. Et comment lui, qui a été le grand aristocrate juif, dès qu'il est malade, ce qu'il dit, je ne me souviens plus exactement de ces mots, mais que tout d'un coup, amaigri, on voit son visage, son nez juif. Et alors plus personne ne s'occupe de sa maladie, etc. Alors que à cette aristocratie ignare, il a tout apporté. Ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un effet terrible. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est par exemple rien que sur cette séquence-là. Vous savez, elle devait se changer, elle devait mettre des bottes rouges ou je ne sais plus quoi. Et le duc l'envoie, dépêche-toi, je ne sais plus. Rien que sur cette séquence-là, sur ces 10 pages, il y aura un film incroyable à faire. Bon. Et si vous voulez, Proust, il dit le temps retrouvé. Et moi, tout mon travail est sur le temps. Mais malheureusement, je crois que c'est sur le temps perdu. J'ai parfois l'impression que je perds mon temps. Et je vous assure, ce n'est pas une coquetterie de ma part.
quand on voit une œuvre comme celle de Proust, je me dis, qu'est-ce que j'avais besoin de faire des films? Mais de toute façon, je ne serais jamais devenu Proust. Enfin bon, c'est vrai, le temps, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qui nous reste, et c'est tout ce qu'on n'aura jamais. Alors, rien que l'idée d'aller rechercher ce temps perdu est un truc à la fois de survie et à la fois mortifère. Il y a les deux que je trouve incroyables. Rien que le titre. Dites-moi quelque chose. Ben, la seconde question que je voulais vous poser, mais je crois que vous y avez à peu près répondu, c'est pourquoi cette focalisation, cette concentration sur la prisonnière. Mais c'est la prisonnière qui, vous le disiez, je crois comme au début, que c'est dès votre première lecture, c'est-à-dire que c'était tout de suite proche de ce qui m'intéressait dans le cinéma. Si vous voulez. Si vous voyez le film Jeanne Dillman, elle est aussi prisonnière de son rituel, prisonnière de ses obsessions. Ma mère, en sortant des camps, elle s'est refait une sorte de prison. Ce n'était pas les camps, dans laquelle elle m'a mise et dont j'essaye encore, à mon âge, de m'en sortir. Et donc, si vous voulez, je travaille sur des couloirs, je travaille sur des chambres, il y a une fenêtre par ici, il y a une lumière par là, mais souvent c'est sur des mondes d'enfermement. Et Proust a passé les dernières années de sa vie enfermé, mais il a écrit quand même des choses aussi. Mais en même temps, regardez par exemple quand il parle de Charlus. Quand Charlus vient lui parler au bord de la mer à Balbec, il décrit son costume, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il décrit son costume, et il dit une chose à la fin, qu'il y avait la petite chose en trop. Il faisait tout pour cacher son homosexualité, et la petite chose en trop, je ne sais plus ce que c'était, faisait qu'au contraire, on ne voyait que cette petite chose et qu'on ne voyait que son homosexualité. Donc il était aussi dans sa propre prison. Oui, c'est mon téléphone. Laissez-le, ça n'a pas d'importance. Il y a une chose superbe sur la peinture avec le petit coin jaune. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être que j'ai aussi été dans un lycée, par exemple, moi donc, qui venais d'un milieu entre guillemets populaire, on m'a mis dans un lycée de la grande bourgeoisie juive, et j'ai pas juive, belge, au lycée Émile Jacquemin, et j'ai souffert abominablement, et j'ai tout de suite vu que je n'appartenais pas. Et dans Proust, cette histoire d'appartenir à tel ou tel cercle, et à la fin, finalement, les bourgeois qui gagnent sur les aristos, c'est atroce. Et ça aussi, ça me parlait terriblement. Enfin, c'est un livre qui m'a parlé, presque tous les sujets, autant sur l'art, sauf j'ai moins aimé la fin du Temps retrouvé, où il dit que c'est comme une cathédrale, etc. Je trouve qu'il n'aurait pas dû le dire, parce que je sais qu'il parle de cathédrale dès le début, là, mais je trouve que s'il n'avait pas dit que c'était une cathédrale et qu'il nous avait laissé... Parce qu'on aurait aussi pu dire que c'est comme un orchestre symphonique, avec les thèmes qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, un peu plus lentement, un peu plus
vite. Pour moi, c'est aussi bien un orchestre symphonique avec des moments de fugue, avec des moments de quatuor, avec des moments de quintette, qu'une église, une cathédrale. Parce que pour lui, une cathédrale, ça veut dire qu'il a fini son œuvre. J'imagine. Oui, sauf qu'une cathédrale, ça n'est jamais terminé. On peut toujours... Parce Peut-être. qu'il y a à la fois l'image de la cathédrale et puis celle de la robe. Il y a C'est vrai. une image noble et puis une image Plus ordinaire. ordinaire, oui. Et puis, Qu'est-ce qui est plus noble, la robe ou la cathédrale? Oui, c'est... En tout cas, J'adore d'ailleurs justement le rapport entre le sacré et le pas le sacré. Pour lui, mettre tout au même niveau, je trouve. Et ça, enfin, ça me plaît terriblement. Oui, aussi parce que il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'échelle. C'est là où il n'est pas totalement français. Parce que il y a une échelle même dans les mots en français, dans ce qui est bien à dire ou pas bien à dire. Lui, je trouve qu'il est hors et alors qu'il parle de hiérarchie, oui. Lui n'en a pas. Il n'y a pas de hiérarchie de... Voilà, de jugement. Et en même temps, on comprend très très bien qu'au fond, il n'appartiendra jamais. Lui, en tant que personne. D'ailleurs, s'il devait donner tant d'argent au portier du Ritz ou de je ne sais où, il y a ou les nouveaux riches qui font ça, ou les gens qui veulent se sentir absolument acceptés. Et lui, il n'était pas un nouveau riche, donc s'il donnait 500, je ne sais pas combien il donnait au portier, c'est qu'il ne se sentait pas accepté. D'ailleurs, probablement que s'il s'était senti accepté, il n'aurait pas eu de point de vue, il n'aurait pas vu, parce qu'il a vu. Je crois que le fait de ne pas se sentir accepté, de ne pas appartenir, fait qu'on voit. Et c'est là aussi, moi, je me sens proche de lui. Ici, en France, c'est très difficile de se sentir accepté quand on est un tout petit peu différent. Beaucoup plus qu'en Amérique, comme vous le savez. Et en Belgique, c'est plus caché. Mais c'est aussi la même chose, en fait. Mais c'est plus caché, c'est plus sournois. Parce que la Belgique n'a pas le narcissisme qu'a la France. Alors, on a l'air de pouvoir participer. Mais au fond, il y a ces vieilles familles bien inscrites, etc., parmi lesquelles on n'est pas plus accepté. Mais c'est plus caché, c'est plus diffus. En France, c'est très net. D'ailleurs, c'est très très beau le livre de Kristeva, Étrange, étranger. Le début, là, sur ce que c'est qu'être étranger en France, parce que même si son père était... il y avait quand même une partie de lui qui n'était pas totalement française. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a tellement intéressée. Et on le sent, sinon il n'aurait pas pu le voir. Je vous assure que c'est parce que... Moi, par exemple, quand je dois faire un film sur la frontière, mais je ne vais pas à la frontière entre la France et la Belgique, je vais entre le Mexique et l'Amérique, comme ça je vois. Sinon, quand j'ai le nez trop collé, je ne vois rien. Et en fait, quand on n'est pas complètement accepté, eh bien, on a un regard sur le monde. On souffre, mais on a un regard sur le monde. Peut-être que je voudrais vous poser des questions sur le film lui-même maintenant. Ah, on a montré le film ici il y a quelques jours, donc oui. Beaucoup de vos auditeurs l'ont vu ou revu. Et bon, vous avez déjà dit quelques éléments de son rapport à Proust, donc ce n'est pas une adaptation, c'est un film d'inspiration proustienne. Oui. Alors
Est-ce qu'on peut essayer de définir un peu cette inspiration? Qu'est-ce qui fait qu'il est proustien? Bon, il y a cette thématique de la prison, enfin de l'enfermement. De l'obsession. De l'obsession. Vous n'avez pas relu le roman au moment de faire le film, ou c'était... si, vous l'avez relu au moment de faire le film. J'ai d'abord laissé surgir à la surface ce dont je me souvenais, et après ça j'ai compris où je devais aller, et puis j'ai tout relu. Et je vais vous dire une chose, après j'ai pris des dialogues qui étaient ses dialogues à lui, et j'ai enlevé, j'ai rajouté, et je ne sais plus faire la différence. On ne pourrait pas dire ce qui appartient au livre et ce qui n'appartient plus au livre. Si vous me demandez est-ce que cette phrase est à vous ou est-ce qu'elle est à Proust, je ne pourrais pas vous le dire. Alors que c'est vrai que j'ai retravaillé, j'ai retricoté tout ça, et on voit bien que tout est très ritualisé aussi, si vous voulez. Quand tous les soirs, quand il y avait certains soirs où il l'appelle, tout ça est écrit, très bien écrit, où elle se couche contre lui, où il se frotte plus ou moins contre elle, je ne sais plus exactement comment il décrit. Tout ça, c'est vraiment, ça vient du livre. L'histoire de la voiture, ça je ne sais plus, parce qu'il la suit tout le temps. Je ne sais plus. Ou il l'a fait espionner. Il l'a fait espionner, mais ça c'est dans le livre d'après. Oui, on l'apprend après, oui. Oui, tandis que le fait lui-même. Oui, mais bon. Qu'est-ce qui est proustien? Je crois que c'est aussi les lumières et le temps qui se développent dans les plans. Si vous voulez, je laisse les choses se développer jusqu'au bout, comme lui va jusqu'au bout de sa phrase. Je crois que ça, c'est peut-être parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire des films, je travaille sur le temps. Et Proust, et sur la répétition. Et Proust reprend aussi souvent des phrases. Creuse à travers la phrase. Voilà, il creuse. Voilà. Donc ça, c'est assez... Et la manière de le faire au cinéma, bon, il n'y a pas de phrase au cinéma. Non, mais il y a le temps. Il y a le temps, il y a une façon de... Il y a le temps, oui, il y a une façon d'utiliser le temps. Et le temps, par exemple, je ne sais pas, vous prenez 10 minutes de film, eh bien, le temps, par exemple, la première minute, la deuxième minute, le temps, on ne le ressent pas. Comme 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Le temps est toujours ressenti différemment. C'est pas vrai qu'on ressent 5 minutes. Tout d'un coup, il y a des accélérations dans le temps dont on ne se rend pas, enfin dont on se rend compte, alors que je n'accélère pas. Mais on sent enfin c'est un peu comme, c'est quand même comme une phrase, le temps. C'est quand même il y a une utilisation, oui. Oui. C'est-à-dire que la phrase proustienne, ce qu'elle a, enfin dans ces longues phrases, elles ne sont pas toutes longues, mais c'est cette façon d'aller, comme vous le disiez, jusqu'au bout, de toujours prolonger, préciser, explorer, creuser. Mais ça, c'est aussi, c'est très... je vous dirais que c'est quand même ce qu'on fait quand on étudie la Bible. Oui. Et on va chercher, on va chercher, et je trouve que c'est ce qu'il fait. Et pour trouver la vérité de sa phrase, il creuse jusqu'au bout de sa phrase, oui. Il cherche, j'aime pas employer le mot vrai, mais il cherche le vrai. Il cherche
d'être au plus vrai du vrai. Ça demande un courage mais fou. lui, il emploie le mot. Ah, je ne sais pas. Oui, lui. Je trouve que lui ça fait penser, parfois je pense, aux esclaves de Michelangelo. Parce que c'est resté dans... Est-ce que vous avez vu, je ne sais plus si ça s'appelle les esclaves ou les mendiants qui sont à Florence. Les esclaves. Les esclaves. Il a tapé. Il a tapé. Et il a trouvé quelque chose. Et on dit, oui, c'est vrai. Et moi, quand j'ai vu ça, je pense que c'est une des sculptures qui m'a le plus frappée dans ma vie, parce que je me suis dit, c'est du vrai. C'est pas du beau. C'est du vrai, ça me prend là. C'est beau aussi, c'est pas le problème. Et alors, une idée géniale, c'est que ça reste. C'est pas fini, c'est soi-disant pas fini. Mais les esclaves restent coincés dans le marbre. Non, c'est pas je sais pas quelle matière c'est. Oui, c'est du marbre. Oui. Et je trouve qu'avec cette insistance qu'il a, et il reprend tel personnage, et tel personnage, et tel personnage. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il donne... Que la cathédrale, c'est pour ça que oui. Oui, non, mais c'est parce que vous voyez une cathédrale comme quelque chose d'achevé. Moi, j'ai toujours vu une cathédrale, j'ai toujours perçu une cathédrale comme une œuvre, un work in progress. Une cathédrale, vous voyez, vous faites un peu la même comparaison avec les mendiants. Les esclaves qui sont pris dans la glaise pour toujours. Je crois, moi, j'ai toujours l'idée que ce qui intéressait Proust dans la cathédrale, c'était que c'était une œuvre infinie et que les cathédrales sont construites pendant des siècles et elles sont toujours en construction d'une certaine façon. Il y aura toujours une reconstruction, une nouvelle chapelle. Enfin, là encore, c'est nous qui avons une vision canonique de la cathédrale, me semble-t-il. Sans doute. Peut-être que c'est... Enfin, c'est comme ça que je vois, que j'ai toujours perçu la référence que fait Proust. Mais comme je n'ai jamais cathédrale. Vraiment pensé aux cathédrales, Oui. Non, mais vous disiez que c'était une image... Une image de transcendance. Ça m'a gêné, oui, ça m'a gêné. Mais c'est pas grave, hein. Non, mais c'est tout à fait concevable, puisque, au fond, le temps... J'aurais voulu qu'il ne donne pas de sens à ça. Il ne donne pas de sens. Oui. Mais c'est... Enfin, beaucoup des lecteurs... Mais bon, il a fait ce qu'il a voulu. Non, mais beaucoup des lecteurs de Proust sont sensibles, je crois, à ce qui pourrait être une incohérence ou une discordance entre la partie d'Albertine et puis, lorsqu'on arrive au temps retrouvé, on retrouve d'une certaine façon un roman qui préexistait à Albertine et qui était un roman plus achevé, d'une certaine façon moins moderne. Mais vous voyez... Et donc, cette sensibilité que vous avez, elle est... Si, je pense qu'un lecteur, une lectrice qui va vers Albertine, comme vous le faites, vers la prisonnière, vers Albertine disparue, c'est un lecteur qui peut avoir une certaine réserve à l'égard de l'achèvement du temps retrouvé avec sa dimension rédemptrice, et transcendante et métaphysique. Donc, c'est le côté de son père, ça. Ça, c'est pas le côté juif, en tout cas. Excusez-moi, je suis un tout petit peu obsédée, comme tous les juifs. Oui. La rédemption n'est pas une idée juive. Le côté de l'adoration. Enfin, en effet, il y a tous ces noms. L'adoration perpétuelle, c'est le... je vois la moue de désapprobation pour l'adoration perpétuelle. Oui,
Et en effet... Mais bon, il était quand même un peu français quand même. Hein. Bon, il avait une langue, la plus belle langue. Mais bon, non, mais je fais un peu... Non, mais c'est vrai que... j'ai trouvé que ça étouffait le livre d'avoir cette fin. Oui. Mais n'oublions pas... Mais bon, qui je suis pour dire ça? Mais à mon sens, cela va bien avec votre concentration autour d'Albertine et de la prisonnière. Parce que ce que vous avez retenu comme thème dans le roman, ce sont des thèmes qui n'appellent pas cette conclusion rédemptrice. Et... Ce sont les thèmes d'après Auschwitz. Oui. Enfin, pour moi. Mais alors, n'oublions pas que cette fin est posthume. Donc, nous ne savons pas, nous n'avons pas l'idée vraiment, quand on voit le travail que Proust accomplit jusqu'au dernier moment sur les épreuves, les transformations qu'il mène sur son texte jusqu'au bon à tirer, n'oublions jamais que nous ne savons pas ce qu'aurait été le temps retrouvé s'il avait vécu un peu plus qu'un mois de plus. Oui, un mois ou quelques années de plus. Peut-être que ce à quoi vous êtes sensible, et je crois que d'autres lecteurs exprimeraient la même réserve vis-à-vis du temps retrouvé, il est possible que Proust ait modifié justement cet aspect, d'ailleurs cet aspect rédempteur, cet aspect d'un roman, je le disais, d'un roman qui finit bien. C'est ce que je disais, je ne sais plus quand, si c'était ici, au fond, la recherche du temps perdu finit bien. Ce qui se passe avec Albertine, hein. Donc elle part. Oui. Bon, lui, il est défait. Et il reçoit une lettre qu'elle revient. Entre-temps, elle tombe d'un cheval, elle meurt. Vous vous rendez compte? Et tout est comme ça. Après, quand il est à Venise, il croit la voir à un moment donné. Il croit recevoir une lettre, je ne sais plus. Enfin, les choses ne peuvent pas se passer bien. Enfin, donc, tout est... Et puis, c'est pour ça... Et c'est toujours... C'est toujours son imaginaire. Je pense que j'ai fait un film où on sent l'imaginaire. C'est un film... Je vais vous dire, quand j'ai écrit le script et que j'ai eu fini, je me suis dit, j'y comprends rien. Et je me suis dit, c'est pas grave, je comprendrai mieux quand j'aurai fait le film. Eh bien, je pense que je n'ai toujours pas bien compris, et je pense que c'est ça la force du film, que ça échappe. Et que tous les films, c'est pour ça que je vous parle de la fin, tous les films où je sens qu'on veut me dire quelque chose, je ne peux pas supporter. Je veux qu'on me laisse vivre le film. Et la plupart du temps, on ne vous laisse pas vivre un film. On vous dit comment penser, on vous dit comment regarder, on vous dit comment sentir. C'est atroce. Alors qu'il y a des films qu'on reçoit tout d'un coup. Et où on est libre devant ces films. Et moi, jusqu'à maintenant, bien sûr, je comprends, j'ai compris pourquoi j'avais fait une chose sur l'enfermement, j'ai même compris pourquoi j'avais choisi cet acteur-là et comment je l'avais joué. Parce que c'était lié à un ami à moi qui s'est suicidé, qui avait une névrose obsessionnelle, mais ça ne regarde personne. Donc il y a plein de choses très très intimes là-dedans. Mais au fond, le sens même du film, heureusement, je ne le comprends pas totalement. Et au fond, la fin, on ne sait pas s'il la tue, on ne sait pas si elle se noie, on le voit rentrer comme ça, on ne sait pas. Et je pense... Et vous ne savez pas?
Ah non, 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 je n'en sais rien. La fin de votre film? Oui. Vous ne savez pas? Je pense qu'il ne la tue pas, moi. Mais on peut penser qu'il la tue. Mais ça n'a pas d'importance. C'est chacun pour soi dans ce cas-là. Oui. C'est chacun avec son propre être. Et ça donne une liberté aux gens. Parce que la plupart des films enlèvent de la liberté. Et par exemple, bon, toujours sur cette question de temps. Comme vous savez, on n'a que du temps dans la vie. Et la plupart des gens, quand ils vont voir un film, ils disent « Ah, c'est extraordinaire, on n'a pas vu le temps passer. » Alors, donc, ils ont été volés de 2 heures de leur vie. Tandis que moi, comme les gens se plaignent toujours que mes films sont lents, etc., mais ils sont en face à face avec le film et ils sentent le temps passer, donc je ne leur vole pas leur temps. Comme Proust, eh bien, quand on lit toutes ces phrases, eh bien, ils ne volent pas le temps qu'on a passé à lire ces phrases. Au contraire, il nous remplit de ce temps. Et tous vos films sont des films sur le temps. Oui, mais il n'y a que ça qui m'intéresse, le temps et l'espace. Et du coup, l'espace, ça veut dire aussi l'enfermement. Mais de toute façon, moi, je ressasse toujours la même chose. Alors, dès que j'essaye de m'éloigner, j'essaye, je prends n'importe, je prends Conrad, puis je me rends compte que j'ai fait de nouveau le même film. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc on pourrait aussi peut-être dire que ce film-là n'est pas plus proustien que les autres. Ou que les autres, je ne sais pas, comme vous voulez. Quand même. Dans l'œuvre de Proust, il y a toujours une dimension comique, même dans les aspects les plus dramatiques, les plus tragiques. Il y a une ironie et comment vous percevez cette dimension-là et est-ce qu'elle est présente dans votre film? Non, elle n'est pas présente parce que je pense que par rapport à Albertine et au narrateur, il y a ça surtout quand on voit Jupien qu'il le décrit, je crois, comme une grosse abeille. Et quand on voit Madame Verdurin et la manière dont il décrit la bourgeoisie, ou quand il décrit Norpois, ça devient comique sur ces personnages-là. Je trouve que sur Albertine et le narrateur, on est vraiment dans le tragique presque tout le temps. Donc, je n'ai pas fait un film comique. Non, mais en général, c'est un aspect de l'œuvre que vous... Parce que vous avez dit, il y a des choses comme la cathédrale, auxquelles je ne suis pas trop sensible, au comique proustien. Si, c'est quand même... On ne peut pas traverser tout ça sans... On le goûte. Vous parlez de goûter, on le prend dans la bouche, le comique proustien. Parce que on est dans la jouissance en même temps que lui. Parce que, en plus, c'est toujours la manière dont ça se développe. Et tout d'un coup, ça devient drôle. C'est pas comme quand on voit, on est dans un livre où tout doit être drôle. C'est qu'il nous y amène. Il nous y amène, et puis ça devient drôle. C'est ça qui est toujours extraordinaire. Bon, ces descriptions sont extraordinaires des gens et de leur attitude et de pourquoi ils veulent aller avoir le sabre là. Comment dire, la vanité, bon. Mais ça, c'est plus presque des trucs de mœurs, des études de mœurs, alors que je trouve que ce qui se passe... Bon, alors, on sait bien qu'Albertine, c'était pas Albertine. Il y a d'ailleurs Jean-Bernard Morali, je ne sais pas si vous le connaissez, il a écrit sur Genet. Il était fou de rage sur moi, il m'a dit « Pourquoi tu as mis une fille pour jouer Albertine ?»
pourquoi t'as pas mis un homme? Je dis, écoute, il a écrit sur un homme et une femme, et je sais très très bien qu'il s'est inspiré de plusieurs personnages, dont son chauffeur, mais ça m'est égal. Je n'ai pas été... je n'ai pas été chercher dans la biographie de Proust, de quoi... Et je n'ai pas... Et j'ai pris une fille qui ne ressemblait pas à Albertine, et j'ai pris un Simon qui ne ressemblait pas à Marcel, parce que chacun a dans sa tête une image de ces deux personnages. Et je ne pouvais pas la rencontrer. C'était absolument impossible. Donc je me suis dit, faisons absolument le contraire. Comme ça, il y a comme de la nouveauté qui s'installe, et on ne va pas aller se dire, est-ce qu'elle était vraiment comme ça, Albertine, ou est-ce qu'il était vraiment comme ça, le narrateur? J'ai pris des gens qui sont le contraire de comment il les décrit, physiquement. Parce qu'on ne peut pas... ça me fait toujours rire. C'est des personnages mythiques. Et leur description est mythique. La description, je ne sais pas combien prend de temps, la description d'Albertine dans le livre, mais on a l'impression de la voir vraiment. Je me suis dit, si je prends une fille, je ne sais pas, comme Maria Schneider il y a 30 ans, tout le monde va dire non, c'est pas tout à fait comme ça. Donc j'ai pris une petite blonde. Voilà. Ça m'amène peut-être à une dernière question. Bon, il y a eu une série d'adaptations de La Recherche du temps perdu. Oui, mais vous voulez que raconter l'histoire. Et vous les connaissez, j'imagine. Ben oui. Et vous... Ben... Est-ce qu'il y a plus à en dire que ce... Ben oui. Mais non, mais ils veulent faire de la narration, ils veulent tout écraser. Il faut tout étendre. Il faut que ça respire. Il y avait ce film allemand sur Céleste. De Schlöndorff. Non, c'est pas celui-là. Si. Non. Avec Alain Delon et tout ça. Non. Un film sur Céleste. Ah, sur Céleste, je ne l'ai pas vu, celui-là. Vous l'avez pas vu? Non. Vous l'avez pas vu? Non. Ah, vous devriez le voir. Eh bien, j'irai, vous m'emmenez. J'irai le voir. Non, mais j'avais par contre lu son livre. Elle n'a pas écrit un livre. Oui, Quelqu'un a écrit un livre. Oui. Il y a un livre fait à partir d'entretiens avec Céleste, mais il y a un film, j'oublie le nom du réalisateur. J'ai oublié, moi aussi. Il y a très longtemps. Je l'ai vu aussi il y a très très longtemps, peut-être à l'Olympique dans les années 70. C'était bien, ce film. Il a fait Comment? Passage. Bagdad caché. Adlon, voilà. Pourtant, ça n'a rien à voir. Oui. Donc, oui, c'était un film où on avait aussi un sentiment du temps. C'est possible. Dans mon souvenir, mais c'est un très vieux souvenir, comparé à tous ceux qui voulaient raconter l'histoire avec... Vous savez, pour parler d'adaptation, et là je change tout à fait de sujet, mais je trouve que l'adaptation de Straub sur l'Amérique de Kafka, fantastique. Oui. Je ne le connais pas. Bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet ici, mais tout d'un coup, je pense, les adaptations, il ne faut surtout pas rester collé. Dès qu'on reste collé, on se plante. Toute dernière question, peut-être ce sera vraiment la dernière, sur ce que je disais, il y a la dimension comique du roman, la dimension poétique du roman. Comment avez-vous... Est-ce qu'il y a une manière de la traiter, de s'en inspirer, je ne sais pas, dans ce que vous avez montré dans le film, dans les couleurs, dans la mer, dans la Normandie, je pense que... Est-ce que vous avez eu ce souci? Mais je n'y pense pas. Je ne me dis pas je vais faire un film poétique. Parce que si on y pense, de nouveau, on se plante. Mais je pense que le film l'est. Il y a quelque chose comme ça, avec la musique, avec le rythme, avec le fait qu'il y a quelque chose de flottant entre réel et réalité. On sent de la poésie. Moi, je crois, enfin, j'espère.
Mais c'est vrai Oui, que... oui, oui, je crois. C'est pour ça que je l'ai posé. Oui, mais si vous voulez, on n'y pense pas. Quand on fait un film, je ne me dis pas, tiens, je vais faire un film poétique, je ne me dis pas ça. Et je vous dis, comme j'avais écrit le texte et que j'ai essayé que ce texte respire, vibre. Après, c'est tout ce que j'ai essayé de faire. Mais par exemple aussi, j'ai volé des choses à Stendhal. Oui. Mais Quand... Proust aussi. Hein? Proust aussi. C'est quand les deux chantent de la fenêtre. Ah, oui. Ben, c'est de la Chartreuse de Parme, je l'ai volé. Oui. Bon. Vous aviez remarqué? Donc, bon, c'est pas grave que j'ai mélangé Stendhal à Proust. Non, et puis il y a beaucoup de Stendhal dans Proust. Donc je sais, voilà. De l'amour et un texte qui... Mais je me souviens que... Enfin, je l'ai volé, parce que ça n'existe pas du tout dans Albertine prisonnière. Non. Non. Bien, mais écoutez, on vous remercie tous beaucoup de cette... J'avais peur, hein. Non. J'avais peur. Mais c'était très bien. Mais j'ai pas dit trop de conneries. Non, pas du tout. C'était très bien passé. Vous voyez, les gens